Et Verly est en Haïti pour 1 mois. Et Régine Cusin qui a organisé le commissariat d'exposition de l'exposition Vive. Donc prenez place. Donc cette causerie va être animée par Michel Juvier-Pierre-Louis, qui est présidente du conseil d'administration du Centre d'Art, Madame Pierre-Louis. Donc moi, je ne vais pas trop tarder, donc je vais passer la parole directement à Michel pour diriger ce débat entre Régine Verly sur le commissariat d'exposition. Il y a une chose que je voulais rappeler, que l'exposition est vive, normalement, est ouverte du mardi au samedi de 10h à 4h PM. Donc n'hésitez pas à venir. S'il y a des gens que vous connaissez qui n'ont pas encore regardé l'exposition, vous pouvez les inviter, donc il n'y a aucun problème. Et bien un catalogue de l'exposition qui est disponible derrière, c'est à 2000 goud. N'hésitez pas non plus si vous voulez avoir le catalogue de l'exposition. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi en compagnie de ces dames bon débat. Voilà. Merci Alenby, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Régine, bonsoir Verly. Je suis très honoré d'avoir été choisi pour mener ce débat avec deux grandes dames de l'art, mais aussi de l'art Verly de la Caraïbe, Régine d'Haïti aussi, puisque Verly a écrit un livre, Caribbean Art, malheureusement qui n'est pas encore traduit en français. Et c'est vraiment un livre important pour tous ceux et celles qui s'intéressent à l'art caraïbéen. Elle a une grande connaissance de l'art caraïbéen. Elle a été directrice du musée d'art de la Jamaïque. Et elle va faire un grand exercice d'essayer son français cet après-midi avec nous. Et puis Régine Cusin, que j'ai eu le bonheur de rencontrer à Paris il y a quelques années, parce qu'elle a été la commissaire de cette exposition, 2 siècles de création artistique. Et ça, c'est le catalogue de l'exposition. Et Régine avait été commissaire avec une amie que dont nous regrettons la présence, puisqu'elle est encore souffrante malheureusement. Et on a une pensée spéciale pour Mireille Jérôme, qui avait été également commissaire avec Régine de cette belle exposition sur 2 siècles de création artistique qui a eu lieu au Grand Palais à Paris. Alors, Alenby m'a demandé d'avoir cette conversation aujourd'hui autour du commissariat d'exposition. J'avais l'idée de l'engager en 3 parties. D'abord, essayer de dégager ce que c'est que le commissariat d'exposition ou de l'événement artistique. Ensuite, ce qu'a été cette expérience pour toi, Régine, et pour Verly aussi, d'avoir été commissaire de l'exposition Vive. Et puis, en dernier lieu, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est quoi une formation en commissariat? Donc voilà, je ne vais pas faire un truc didactique, pédagogique, on va parler très librement. Et donc je commencerai par poser la question. Qu'est-ce qu'une commissaire d'exposition? Alors, d'abord, je voudrais remercier de nouveau le Centre d'Art et sa présidente Michel Pierre-Louis pour l'invitation qui m'a été faite de concevoir une exposition à partir des collections du Centre d'Art et du Musée d'Art haïtien, des œuvres réalisées par les femmes. Et compte tenu du contexte, c'est un commissariat qui s'est fait en plusieurs étapes, dans la mesure où le Centre d'Art m'a envoyé toute une série de fichiers avec des images et des références sur un choix qu'ils avaient déjà établi d'œuvres qui étaient pas seulement pertinentes pour eux, mais en même temps d'un état qui permettait de les présenter dans des bonnes conditions. Donc moi j'ai déjà travaillé depuis Paris à
archiver toutes ces images et à voir ce qui pouvait être cohérent de mettre ensemble. Donc ça a été un premier travail de commissaire. Et puis ensuite, il avait été convenu que la dernière phase ne pourrait se faire que sur place, en ayant vu les œuvres, parce que on peut être très surpris selon les œuvres que l'on voit sur une image, qui peuvent être très bien, mais qui en réalité, l'œuvre n'est pas si pertinente que celle qu'on voit en image, ou inversement, des œuvres qui en image ne sont pas intéressantes, mais qui en réalité le sont. Donc c'était la deuxième étape, c'était de refaire une sélection parmi celles qui avaient été faites, des œuvres qui pourraient s'inscrire dans l'exposition vive. Et ensuite, il y avait aussi toute une réflexion à mener pour que ces choix-là puissent être cohérents entre eux, et que, comme la maison se prête à une disposition un peu spécifique à plusieurs salles, ça permettait d'envisager des narrations dans chaque salle avec des œuvres différentes. Donc, est-ce que c'est la première fois que tu as eu à jouer ce rôle de commissaire de loin? Non, parce que quand j'avais travaillé sur l'exposition du Grand Palais, j'étais venue avant, j'avais pris des photos des œuvres que l'on voyait dans toutes les collections, au centre d'art, au musée, puis chez les collectionneurs privés, et j'ai travaillé à partir de là, mais j'avais vu les œuvres en vrai. Oui, bon, il s'avère que certaines des œuvres qui m'ont été envoyées, je les connaissais pour les avoir vues à l'occasion de cette mission de repérage pour le Grand Palais, et ça m'a facilité aussi le travail. Et puis après, il faut faire une espèce de dosage. C'est très subjectif, hein. On peut penser que... Oui, voilà. Justement, c'est un peu une question qu'on se pose aussi. Jusqu'où la subjectivité du ou de la commissaire entre dans le choix des thématiques, dans l'organisation de la scénographie, et ça aussi, comment ça se passe? Alors moi, ce qui m'a déterminé par rapport à la thématique, bon, qui était de toute façon déjà inscrite dans le sens où il s'agissait de montrer des œuvres des artistes femmes, ça c'est déjà une thématique, mais en plus, comment dire, je travaille aussi par analogie de certaines choses, en ne m'interdisant pas de mettre des œuvres contemporaines avec des œuvres plus anciennes, si elles disent quelque chose, si elles ont une résonance. Donc il y a cette espèce de dosage, et puis c'est subjectif, oui c'est subjectif. Donc on peut ne pas valider les choix, mais pour moi ils sont cohérents. Et je sais par expérience qu'il ne faut pas mettre une œuvre parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, juste pour ça, parce que ça nuit à tout, ça nuit aussi bien à l'exposition qu'à l'artiste en question qui se retrouverait mis dans... Et on le voit, ça se voit. Donc après, encore une fois, le choix est subjectif, mais j'ai des règles comme ça, j'ai des amis artistes, hommes ou femmes, très amis avec lesquels je n'ai pas encore travaillé parce que je n'ai pas encore trouvé le moment pour le faire. C'est pas parce qu'ils sont amis que je vais les mettre. Alors, il se trouve que cette exposition prend des œuvres de 2 collections patrimoniales. Hein. C'est pas une exposition vente, c'est exposition. Est-ce qu'il y a une différence quand il s'agit d'une exposition de ce type, hein, où il faut aller puiser dans ce qui existe déjà, contrairement à, par exemple, l'exposition qui a eu lieu l'année dernière, ici, l'exposition réelle, qui était une exposition vente avec des œuvres très contemporaines, fraîchement créées par les artistes. Est-ce qu'il y a une différence pour le ou la commissaire, ou pour toi? Est-ce que tu as vécu ça de manière différente? Alors moi, justement, compte tenu du postulat de départ, j'avais proposé à l'ENB, si je pouvais s'il m'autorisait, enfin si je pouvais partir du principe que pour les artistes contemporaines qui ont une œuvre dans la collection, je puisse en rajouter d'autres qui ne sont pas dans la collection, pour enrichir
leur démarche et puis faire valoir le travail de ces artistes. C'est pour... Mais alors, Mafalda, Mon Destin et Tessa Mars, malheureusement, n'avaient pas d'autres œuvres disponibles en Haïti. Tout ça sont des œuvres disponibles ici. Hein. Il n'y a rien qui est venu de l'extérieur, c'était le choix aussi. Donc, en revanche, Barbara Prézot et Pascal Monin avaient, elles, des œuvres ici. Voilà. Alors, je me tourne vers Verly, qui, je sais que toi, tu n'as pas été commissaire proprement dit de cette exposition, mais tu as une longue expérience dans ce domaine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience-là et qu'est-ce que c'est que pour toi d'être commissaire et en plus d'avoir été directrice d'un grand musée à la Jamaïque? Oui, bien sûr. Le commissariat d'exposition, c'est un acte d'interprétation et de médiation. Et le commissaire belge Jan Hout a dit une fois qu'une bonne œuvre d'art ne donne pas de réponses mais pose des questions. Et je pense que c'est la même chose pour les expositions. Moi, je pense que les bonnes expositions vous font penser hein, et vous invitent à participer dans le dialogue entre les œuvres d'art avec vous, avec les publics actuels et potentiels. Et ça, c'est très important dans les expositions. Et je n'ai pas vu toute l'exposition, mais je pense que l'exposition fait ça très bien. On pose beaucoup de questions sur les œuvres des artistes individuels, mais aussi sur l'art des artistes femmes en Haïti, qui est un sujet assez important. Donc ça, être la directrice d'une organisation large comme la National Gallery de la Jamaïque, c'était un honneur, mais c'était aussi quelque chose assez difficile parfois, parce que pourquoi, quelles sont les difficultés par exemple? Je pense que les difficultés sont plutôt politiques. Hein? C'est un musée d'État, donc on est part d'un système politique. Avec toutes les élections, on a un nouveau ministre de la Culture, un conseil et tout ça. Donc tout se change quand on a des élections. Donc ça, c'est assez difficile. Aussi, devoir travailler avec peu de ressources, c'est très difficile parfois. Mais c'est aussi une occasion d'être très innovatif et de trouver des solutions qui ne sont pas tout à fait conventionnelles, mais on peut le faire quand même. Par exemple, on a fait une exposition d'art caribéen qui était, ça serait pratiquement impossible de le faire avec de l'art actuel. C'était une exposition d'art digital. Donc, ce qu'on a fait, c'est on envoie les dossiers. Quand on doit les emprunter, on l'a fait en Jamaïque. Plusieurs des œuvres d'art étaient des projections ou sur des écrans. Donc, nous avons fait une exposition de tout le travail presque et aussi le diaspora. Donc, ce n'était pas sans les dépenses. Oui, et ce n'était pas seulement des artistes jamaïcains. Non, c'était partout. Je ne pense pas qu'on avait des Haïtiens, mais je ne me rappelle pas, mais c'était assez divers. Très bien. Alors, je dois dire que Verly est membre du conseil scientifique du Centre d'art. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réunion l'année dernière à cause de tous les changements survenus au Centre d'art, mais nous en aurons une cette année. Et je suis en train de planifier un peu avec le conseil pour voir quand est-ce qu'on va vous solliciter, les membres du conseil scientifique du Centre d'art. Compte tenu de cet espace qui n'a pas été créé pour être un grand centre d'exposition comme un musée ou quelque chose, donc il faut s'accommoder un peu. C'est vrai que la maison s'y prête quelque part, mais il faut s'accommoder de l'espace. Et comme tu l'as dit, cette division de l'espace offre aussi des possibilités.
Et comment toi, tu as organisé cette scénographie-là? Alors, en effet, c'est pas ce qu'on appelle le white cube, le cube blanc du musée, où tout est prévu d'avance, je dirais. Mais pour avoir déjà travaillé pendant plusieurs années avec la mairie de Paris pour les expositions Latitude, qui était aussi dans un lieu patrimonial, très chargé, c'est pas un problème, il suffit de s'approprier l'espace, le lieu, et d'essayer de trouver des alternatives à ce qui est possible ou pas possible. Par exemple, c'est aussi les œuvres qui déterminent la scénographie. Je sais que quand j'étais sûre d'avoir le tableau de Barbara Prézot qui est dans la petite salle là en bas, je savais que dans cette salle ce serait avec le nu de Lusturnier et les tableaux des hommes qui regardent les tableaux de Luce et de Barbara. Il y avait une thématique. Voilà, il y avait une petite histoire à raconter. Et puis, par exemple, ici, les œuvres graphiques comme un cabinet de dessin, c'est-à-dire, mais pas les œuvres mises les unes à côté des autres, mais de faire un grand mur qui mélange toutes ces œuvres et de ne pas le mettre non plus au deuxième étage, par exemple, même si je ne considère pas que le deuxième étage soit moins bien que le premier, c'est pas ça, mais bien souvent les œuvres graphiques, elles sont mises après le reste. Donc je trouvais que c'était important que ces œuvres graphiques soient mises au même titre que la salle de peinture. Et après, tout ça c'est de la narration, puis j'ai été beaucoup aidée par ma dream team d'assistants, dont je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là. J'ai vu Réginald, Hugues, Adler, et il y a peut-être aussi Cave, avec lesquels on a travaillé ensemble. Je leur demandais qu'est-ce que vous en pensez, où ils me disaient non, je trouve que là c'est pas. Donc c'était quelque chose de coopératif, et c'était vraiment très bien pour ça. Donc après, il y a eu des changements. À un moment donné, il y a une salle, j'arrivais pas à la faire correctement, donc j'avais dit à l'installateur Pacha, cette salle-là, on la laisse comme ça pour le moment, je verrai demain. Donc c'est de l'alchimie aussi à un moment donné. Est-ce que c'est la salle où se trouve la tête de Pascal? Non, celle-ci, elle était sûre. Quand la tête de Pascal Pascal Bonin qui nécessite du noir, il y a une petite salle en haut dans laquelle on peut guère faire quelque chose. Et je me suis dit, là, elle est parfaite, on va pouvoir fermer tous les volets. C'est l'endroit, il n'y en a pas un autre. D'autant que cette œuvre, par exemple, au niveau d'une scénographie, peut être embêtante, entre guillemets, dans le sens où s'il faut créer le noir pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, ça peut nuire aux œuvres à côté. Donc c'est compliqué. Au Grand Palais, on était arrivé parce qu'il y avait des gros moyens de séparer cette œuvre, même si elle était parmi les autres, de la mettre, elle, davantage à l'écart, même si les autres étaient éclairés. Donc, moi, je travaille beaucoup aussi par rapport à ce que les œuvres racontent, qui déterminent la narration et qui s'inscrivent dans une salle ou une autre, quoi. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Non, pas plus que... Non, au contraire, je trouvais que c'était assez fluide. Tous les corps de métier étaient, comme on dit, au taquet. Donc, non, ça a été parfait. Que ce soit le montage, l'éclairage, les assistants, l'équipe du centre qui relayait les informations à avoir. Non, c'était très paisible. Hein. J'ai vu que des fois les commissaires participent à l'élaboration des catalogues. Toi aussi, tu as donné ton avis ou tu as organisé un peu les œuvres. Oui, c'est important que le catalogue et ce qui reste ensuite de l'exposition, ça fait partie du travail du commissaire. Pas de le faire évidemment, mais de construire ce qui va être dedans et de contrôler les informations. Bon, moi je suis un peu
pointilleuse parce que j'ai aussi comme travail annexe de corriger des livres d'art. Donc je suis assez... bon, même si certains ne remarqueront pas, il y aura peut-être encore quelques coquilles, mais... Et puis c'était important de laisser une trace, même si... C'est pour ça que je l'ai précisé dans le texte que j'ai écrit. Donc des artistes femmes haïtiens ont allé dans plusieurs locations dans les Caraïbes. Ils sont en train encore de le faire. Et des artistes de la Barbade, Trinidad, la République dominicaine et Cuba, la Jamaïque. à un moment. Il y a eu Cuba aussi à un moment. Cuba, une artiste haïtienne est allée à Cuba. Donc c'est un échange caribien, donc je suis très intéressée à ça et c'est aussi un programme pour les artistes femmes. Donc il y a ces deux éléments. Donc ce que nous sommes en train de faire est de faire une exposition, de faire l'exposition qui est liée à ce programme. Donc on utilise l'exposition pour la formation. Donc c'est un commissariat d'équipe, on travaille ensemble, donc de nouveau c'est quelque chose qui est collaboratif et on ajoute des éléments plus théoriques et des techniques et tout ça pour l'enrichir et pour rendre un petit peu plus... Il y a combien de jeunes qui participent à cette formation? Ils ne sont pas tout tellement jeunes, mais enfin, pour le moment c'est 11 en total, 9 formellement et 2 auditeurs. Alors Verly est ici aussi, comme elle disait, dans le cadre de ce programme qu'a le Centre d'art avec l'UNESCO sur des échanges d'artistes femmes de la Caraïbe qui voyagent d'un pays à l'autre. Donc nous avons hébergé de la Jamaïque, de Trinidad, je crois, et puis il y a des Haïtiennes qui ont été à la Barbade, à Cuba. Donc c'est vraiment un petit peu dans... Ça tombe en plein dans ce que toi, ton expertise sur l'art caribéen et sur les artistes caribéens, mais ça c'était spécifiquement aussi pour les femmes artistes. Oui. Et toi, ta formation porte sur quoi? Est-ce qu'on est en train de former des commissaires? Peut-être, hein, peut-être, je sais pas. En tout cas, ils étaient tellement professionnels, ils ont tellement bien travaillé qu'ils pourraient, commencer à réfléchir à comment. En tout cas, ils ont compris certaines choses au moment de l'accrochage, qui est le moment le plus jouissif, puisqu'on a devant soi ce qu'on a envisagé mentalement. Mais il y a des règles Oui, parce voilà. que qu'est-ce qu'on enseigne dans une formation sur le commissariat? Justement, je leur ai expliqué le déroulé de comment l'exposition était née, comment ça s'était passé de mon côté, et ce qu'on allait faire maintenant au moment de l'accrochage. Et à partir du moment où on commence un accrochage, ça ouvre les champs de ce qui a été fait en amont. Donc Mais ça englobe. Une formation se fait toujours au moment d'une exposition, ou alors on peut avoir aussi... Non, ça peut se faire autrement, mais c'est beaucoup plus concret. Quand il y a une exposition, il y a un montage d'exposition, ça c'est évident. Mais il y a des écoles, je sais, en France, qui forment au commissariat d'exposition. Mais après, le danger, c'est que ça devienne trop théorique et qu'il n'y ait plus... parce que moi, j'aime bien laisser agir la fantaisie, mais une fantaisie qui est, comment dire, raisonnée, évidemment, mais de ne pas être coincé dans une théorie, parce qu'à partir de là, c'est un catalogue, c'est pas une exposition. Il y a des expositions que je vois parfois à Paris, c'est comme si le catalogue était accroché au mur. Et le catalogue a sa vie à part, c'est autre chose. Mais une exposition, ça doit aussi... vivre d'elle-même. Oui, puis ça doit révéler des émotions, quelles qu'elles soient. Ça doit provoquer des réactions, ce qui n'est pas le cas d'un catalogue, d'un livre qui est plus dans la réflexion et qui dit autre chose, en fait, sur le même sujet. Voilà. Donc, j'espère qu'ils vont poursuivre mes 4 Dream Team, là. Toi, tu as eu combien? 4. Il y avait deux des garçons
qui venait justement du Festival Quatre Chemins. Guy Régis qui m'a donc mis en relation avec le centre l'été dernier, parce que l'exposition devait se faire normalement dans le cadre du Festival Quatre Chemins. Pour des raisons XY, ça n'a pas pu se faire, ça s'est fait maintenant. Peu importe, c'est pareil, c'est très bien. Et il m'avait dit qu'il y avait 2 personnes de son groupe, voilà, qui étaient intéressés. Et en effet, ces 2 étudiants qui sont venus, Cave et Hugues. Qui ont beaucoup appris, j'en suis sûre. Oui, puis on a bien rigolé aussi, quoi. C'était sympa. Il faut quand même rire. Hein. Voilà, c'est ça. Faut pas que ce soit. Aussi de ces moments-là. Voilà, il faut que ce soit un peu détendu, quoi. Il n'y a pas. Oui, il y a l'aspect ludique. Voilà, voilà. De cette exposition. Bien, et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces questions-là. Je suppose que vous avez, vous, des questions. Et nous serons ravis de les transmettre ou à Régine ou à Verly. J'ai beaucoup appris. Alors, j'avais 2 questions que je voudrais poser. Est-ce que pour être commissaire d'exposition, il faut être critique d'art? Ça veut dire pouvoir jauger les œuvres. Et est-ce qu'on a un temps de, je pourrais dire, comme dans les musées, parfois, on fait une avant-première de l'expo pour voir la réaction du public et puis après, on s'ajuste en fonction des réactions. Est-ce que c'est possible dans ce type d'exposition de se réajuster? Imaginez que pour une salle ou pour une autre, il y a des critiques ou bien on n'est pas trop satisfait du résultat et puis est-ce qu'on peut s'ajuster, faire des petits changements et puis pour pouvoir, par rapport à la réaction du public? Le public n'est pas convié avant pour donner son avis. Hein. Tu écoutes? Les ajustements, ils se font au sein de l'équipe, entre les gens qui sont là pour travailler sur le projet, mais pas le public, hein, parce que là, on n'en sortirait jamais. Hein. Donc c'est l'équipe qui apprécie et qui fait. Voilà, c'est ça. Et puis le commissaire qui tranche. Et sur l'aspect critique d'art, est-ce que... Vas-y. Sur l'aspect critique d'art. Ouais, tous les commissaires d'exposition sont aussi des critiques d'art. C'est pas de ce qu'on fait. Mais je pense aussi que la proposition est intéressante parce que c'est un modèle plus participatif. Ce n'est pas pour toutes les expositions, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire d'un point de vue plus expérimental. Donc je suis intéressée à cette idée-là. Alors, juste une seconde. Sur la question des critiques d'art, moi je pense qu'il y a vraiment un manque et un déficit en Haïti sur la question des critiques d'art et même des critiques de la littérature. Voilà un pays qui a énormément d'artistes et de créativité, dans les arts visuels, les arts de la scène, la littérature, on a des prix et des prix et des prix, et il y a très très peu de critiques vraiment chevronnés qui puissent d'eux-mêmes donner une appréciation valable de ce qui se fait dans ce domaine. Donc il y a un vrai déficit à combler ici. Mais c'est un peu pareil aussi en Martinique et en Guadeloupe, j'avoue. Hein. Ce qui n'est pas le cas en République dominicaine pour le coup, parce que je connais des personnes qui ont vraiment écrit sérieusement, Marianne de Tolentino par exemple et d'autres. Mais bon, ça s'invente pas non plus comme ça. Ça ne s'invente pas justement. Non, il y a quand même. On peut pas s'improviser. Oui, il faut. Ben non. Et il faut être curieux et puis ne pas être, comment dire, se laisser les moyens d'aller au-delà de ce que l'on connaît et d'aller peut-être vers les choses qu'on ne connaît pas, mais de se renseigner, de comprendre, d'explorer, de manière à créer avoir une culture. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, si on n'a pas forcément fait des études, c'est pas un problème dans la mesure où on le fait, mais de manière assidue, j'entends. Hein.
Pas juste de temps Avec en temps. une vraie curiosité C'est d'aller ça. voir, d'aller Et lire, pas d'aller que là où comprendre. on est. Absolument. Parce que c'est ce qui forge aussi la réception ensuite de là où on est. Vers pour la Jamaïque. Pour la Jamaïque et pour tous les Caraïbes, c'est pareil. Mais qu'est-ce qui explique ce déficit-là? Je pense que c'est qu'on ne supporte pas les critiques d'art dans les Caraïbes. Où doivent-ils publier leurs écrits? Qui veulent les lire? Hein? Est-ce qu'il y a une tolérance pour la critique? Mais même ça, ce sont des sociétés assez fermées. Donc c'est pas toujours facile de rencontrer quelqu'un dans le supermarché et il ou elle est fâché parce que vous avez écrit ici ou là. Donc ça peut être très difficile. Mais je pense que les Caraïbes ont produit beaucoup de critiques très intéressantes, mais ils ne sont pas ici. Ils sont autre part dans les universités étrangères. Donc ça c'est un problème, qu'on n'a pas de support professionnel pour les critiques. C'est un sérieux problème. Et oui, vous avez tout à fait raison, parce que est-ce qu'on les retient en Haïti, ces cadres-là, qui pourraient encadrer les jeunes? Parce que pour être critique d'art, il ne suffit pas de se le dire, mais c'est toute une pratique, tout un ensemble d'exercices à faire. Alors, pour venir dans le débat, je voudrais avoir une idée, voir de manière abstraite bien sûr, quel est le meilleur espace, ou bien dire l'espace idéal pour exposer des œuvres d'art. Parce que exposer, on peut avoir plusieurs difficultés, par exemple la question de lumière, c'est peut-être une salle exiguë, il y a tout un ensemble de paramètres pour que les œuvres non seulement ne se dialoguent pas, ou bien les œuvres ne soient pas lisibles. Alors pour vous et les commissaires d'exposition, quel est l'espace idéal? C'est un. Et puis deuxièmement, à vous entendre parler, à vous écouter parler, on voit que la curatrice d'exposition, c'est aussi une créatrice aussi. Vous êtes une créatrice, vous pouvez faire échouer également. Et une exposition, même si vous avez de très belles pièces, l'exposition peut être sans âme. Alors là, c'est deux questions. Alors pour le curateur, la curatrice d'exposition, qui aussi crée, et vous m'en parlez un peu, et puis le meilleur espace pour exposer. Pour moi, il n'y a pas de meilleur espace d'exposition que d'autres. À partir du moment où les conditions minimum sont données, qu'il y a des compétences qui sont mises à disposition et qu'il y a des gens qui travaillent là et qui veulent faire au mieux. Après, bien évidemment, si on ne peut pas comparer, par exemple, une exposition au Grand Palais avec une armada de services, X, Y, des moyens financiers. Une mise en espace. Je veux dire, c'est. Bon, donc il n'y a pas vraiment de. Bon, après, pour ma part, j'irai pas construire une exposition dans un lieu qui est pas. Qui a rien, qui est moche, qui est mal foutu. Sauf à demander à un artiste d'y faire une intervention, mais c'est autre chose ça, parce que là, pour le coup, c'est l'artiste qui peut s'approprier cet espace pour complètement le métamorphoser, ce qui est arrivé avec des expositions que j'ai faites. Et l'autre question, c'était quoi? La curatrice, c'est aussi... Elle participe, oui. C'est comme un chef d'orchestre. Oui, parce que justement, là, je rebondissais sur ce que vous disiez. J'ai récemment vu une exposition au musée du Quai Branly qui a été faite par un historien de l'art, critique d'art, qui est le chef de la rubrique culture au journal Le Monde. Donc l'exposition, les œuvres étaient superbes, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas d'armes dans cette exposition. J'ai l'impression que les œuvres étaient posées là, mais il n'y avait pas quelque chose qui les reliait, même si, justement parce que
trop théorique au final. Il y a une espèce de volonté de vouloir définir quelque chose, mais qui en fait ne l'était pas. Donc moi, ça m'a pas... Enfin, j'ai apprécié les œuvres telles qu'elles sont, parce qu'elles étaient belles, mais sans plus, quoi. C'est pas que ça, une exposition. Il n'y avait pas d'histoire. Il y a une narration. Oui, aussi, il y a une résonance, il y a une émotion. Voilà, c'est ça, il y a une résonance aussi entre des œuvres, des espaces et des choses comme ça. Donc bon, je sais que pour l'exposition pour Haïti, mon idée de début c'était il faut faire quelque chose comme un chaos organisé. Et c'est à partir de là que ça s'est construit. Mais parce que les gens ont compris, le Grand Palais a compris, les scénographes, parce que là il y avait une équipe de scénographes, ils ont compris. Mais c'est pas à chaque fois la bonne alchimie, je dirais. Des fois il y a une alchimie qui n'est pas comme cette exposition, j'en parle parce que je l'ai vue il n'y a pas très longtemps et j'étais déçue de voir autant de belles œuvres, mais sans... voilà. Oui, je suis d'accord avec Régine, il n'y a pas d'espace idéal. Il y a des espaces qui sont plus faciles à utiliser que les autres. Mais ce qu'on fait quand on fait une exposition, c'est une pièce de chorégraphie avec l'espace, les œuvres d'art et les visiteurs. C'est ça qu'on fait. Donc on travaille avec l'espace. Et j'aime bien comment Régine a utilisé cet espace ici pour cette exposition, parce qu'elle a vraiment travaillé avec la maison et pas contre la maison. Donc, congratulations. Merci. Et un des problèmes qu'on est en train d'investiguer dans notre formation, c'est aussi quoi faire avec les expositions en ligne, qui sont souvent très stériles et très difficiles à naviguer. Ils sont très utiles aussi, parce qu'on peut, les circuler partout, donc l'accès de l'exposition est beaucoup plus large. Mais c'est aussi un environnement très réduit. Hein? Donc, quoi faire avec ça? Peut-on utiliser ça? Et aussi, dans les Caraïbes, on n'a pas le support technique et tout ça, et les ressources qu'on a à le Grand Palais, mais on a des expositions partout, dans les rues, les vendeuses, et tout ça. Et on doit utiliser ces stratégies-là. Donc c'est très important d'utiliser le contexte culturel de l'environnement ici. Je suis étudiante en histoire de l'art. Donc merci déjà pour votre exposé. Ma question se tournait surtout sur la formation du commissaire d'exposition. Tout à l'heure, vous avez parlé en disant que le métier de critique d'art ne s'improvise pas. Et justement, il y a un couillère dans ce domaine en Haïti. Donc, comment déjà c'est possible d'intégrer, d'encadrer, de promouvoir et de vulgariser ce domaine chez les jeunes? Parce que déjà, pour le stage qu'il y a eu, il n'y avait pas, bon, vous pouvez d'abord le constater qu'il n'y a pas eu beaucoup de choix parmi les postulants. Mais déjà, on ne va pas se mentir que tous les postulants ne seront pas à niveau déjà, parce que ce n'est pas quelque chose qui est habituel. Donc comment déjà on peut recruter et mettre à niveau ces personnes-là qui veulent se mettre dans le bain? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés à ça, mais on ne peut pas s'improviser, on en est conscient. Donc, comment cela peut se faire? La formation est importante, mais aussi on ne doit pas se sous-estimer. Parce que j'ai vu des expositions très fortes ici en Haïti, l'exposition de Tessa Mars, par exemple, qui a été faite par l'artiste et des autres. C'était une exposition qu'on pourrait voir n'importe où. C'était vraiment d'un niveau très haut. Donc on ne doit pas se sous-estimer, on doit être critique toujours de ce qu'on fait et de ce qu'on voit. Mais je pense qu'il y a la possibilité pour l'innovation ici. Je suis très intéressée dans le concept de citizen theater que Guy Régis utilise, comment on dit en français? Théâtre citoyen. Le théâtre citoyen, on peut aussi avoir un commissariat citoyen d'une cause. Et c'est ça qui m'intéresse à ces propositions
que Madame a fait plutôt, parce que c'est possible, il y a des possibilités dans la culture qu'on peut utiliser. Donc, c'est... Elle veut savoir comment choisir les jeunes qui peuvent suivre une formation en commissariat ou en critique d'art. Comment poursuivre cette formation pour arriver à maîtriser un petit peu ce que ça prend. Je pense qu'on doit commencer avec l'histoire de l'art et la critique. C'est très important comme fondation, tout à fait important. Et alors, moi, ma formation était en histoire de l'art, ce n'était pas commissariat d'exposition. Donc, alors, on apprend par le faire. Hein. Maintenant, on a des programmes spécifiques dans beaucoup d'écoles, mais dans le temps, on n'avait pas ça. Hein. C'est probablement la même chose pour toi. Donc, moi, j'ai commencé à travailler dans une galerie, la galerie Daniel Templon à Paris, qui était justement une formation in situ de ce qu'est le montage d'une exposition dans une galerie tous les mois. Donc c'est comme ça que j'ai appris, et puis de monter des stands sur une fois. Après j'ai quitté la galerie parce que le côté marchand c'est pas mon truc, mais j'ai appris énormément de choses dans cette galerie. Donc ça peut aussi être une solution pour la personne à qui posait la question, d'aller déjà peut-être faire quelques stages dans des lieux qui font des expositions en Haïti. Oui, je sais, en ce moment c'est compliqué, mais ça peut être déjà l'idée d'une solution en tout cas. Parce qu'on prend pas, il n'y a pas d'enjeu et on ne prend pas de responsabilité, on est juste là pour comprendre comment ça se fait. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que, toi tu es indépendante, mais est-ce qu'il existe des associations de commissaires? Oui, il y a des associations de commissaires, mais moi je suis trop indépendante pour y adhérer. Toi aussi? La même chose. Et est-ce que je peux juste ajouter une chose par rapport à la question d'Ashka, c'est que c'est par rapport aux critiques d'art, la formation de critique d'art. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais c'est pas encore, on n'a pas encore fait la sélection parce qu'on a repoussé la date justement. On n'a pas reçu de candidature, d'assez de candidature, donc on a repoussé, la formation va se faire en mars. Donc de toutes les façons... Il peut ce qu'il peut, hein, avec mais le centre d'art fait ce que le ministère de la Culture devrait faire. Hein. Nous ne rentrons pas dans ce débat. Non, c'est moi qui le dis. Hein. Heureusement que c'est toi qui le dis. Mais c'est moi qui le dis, Non, mais c'est vrai, hein, le centre d'art. Il y a encore une question, Bibi. Je pense que j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant et je vous en remercie. Ma question, c'est concernant la résonance. Vous parliez de résonance, de trouver quelle image vous voulez mettre avec quelle image. Mais est-ce que selon vous, si dans une certaine harmonie, il existe, comment dire, bon, en tout cas les valeurs profanes, est-ce qu'il existe un point commun, quelque chose de personnel chez vous, okay, un déclic qui vous fait dire, bon, je veux mettre cette toile-ci à côté de cette toile-là, ou bien vous travaillez tout simplement comme ça vient? Non, je ne travaille pas comme ça vient. D'une part, je ne mets pas une œuvre à côté d'une autre parce que, comme on pourrait dire, je mets cette œuvre-là sur le canapé parce que c'est des mêmes couleurs. C'est plutôt que les œuvres dialoguent entre elles, qu'elles aient leur autonomie propre, mais qu'en même temps, elles dialoguent, qu'il y ait quelque chose une narration qui s'établit à travers des œuvres qui ne sont pas du même artiste, qui n'ont pas la même, ni même la même facture technique, comme dans la salle avec l'œuvre sur de l'acier de Barbara Prezzo, qui est à des années-lumière, je dirais, des œuvres sur cardboard du Sturnier. Mais ça n'empêche qu'elles dialoguent quand même. Donc c'est cette harmonie-là qu'il faut essayer de trouver, ou qu'on ne trouve pas, hein, mais qui peut parler à quelqu'un et pas parler à d'autres. Mais bon, encore une fois, l'idée, c'est pas de... C'est plutôt de susciter des réactions. Émotion ou pas émotion. Et des relations. Et des relations, en Mais effet. je crois qu'elle voulait aussi parler de l'aspect subjectif du travail du commissaire. Mais ça peut être que subjectif, un travail de commissariat. Je vois pas comment... Ça peut être autrement. Bah oui, non, moi je n'envisage pas autrement, tout en étant à l'écoute de ce que certains peuvent suggérer. Je sais qu'à la dernière minute, on a changé un tableau de Pascal Monin
qui se trouvait bien mieux placé là où il est maintenant que dans la salle précédente. Mais voilà, c'est un dialogue. Mais là, pour le coup, c'est au commissaire de trancher parce qu'il ne faut pas que des avis dénaturent la circulation, on va dire, de l'exposition. Je pense aussi qu'on peut planer, on peut rechercher, mais dans le fond, c'est un processus très intuitif. Et on doit suivre ces intuitions. Est-ce qu'il peut arriver qu'une scénographie soit mise en place, que les œuvres soient exposées selon justement les choix des commissaires, et qu'au cours de l'exposition, il y ait des déplacements, des remplacements, ou bien une fois que l'exposition est inaugurée, les œuvres restent à cette place jusqu'à la fin? Oui, elles restent là, enfin en ce qui me concerne, sauf s'il y en a une qui est endommagée pour X raison, qu'on la fasse réparer, ce qui était arrivé au Grand Palais avec l'œuvre de Élodie Barthélemy, qui avait des pointes je sais pas quoi, enfin quelque chose qui ne convenait pas, donc elle a été démontée pendant juste quelques jours pour la nettoyer, la remettre, mais non, après on ne change plus rien, hein, parce que c'est trop compliqué. Hein. Puis c'est pas l'idée. Oui, non, mais c'est pas l'idée en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail en amont. Voilà. En fait, c'était pour expliquer un peu tout le travail qui se fait en amont, et une fois que le montage est fait, parce qu'avant l'accrochage, il y a un gros travail en amont qui est fait et qui justement étudie, calibre, regarde avant d'être. Voilà, c'est ça. Avant d'être. Il y a parfois une part de chance, par exemple. Je vais vous faire une confidence. Pour les œuvres d'art graphique. Moi, j'ai pas l'habitude de regarder les dimensions en pouces, j'y comprends rien, c'est en centimètres chez nous. Donc c'était tout en pouces, j'ai dit bon, c'est pas grave, je me débrouillerai une fois sur place quand je les verrai. Donc, il s'avère, je ne sais pas, ça c'est un petit miracle, que toutes les œuvres qui avaient été choisies rentraient sur le mur, ça aurait pu ne pas, hein. Mais ça c'est un coup de bol. Hein. Mais voilà, donc je dis, des fois, il y a aussi comment dire, et puis, comme il y a une expression en Guadeloupe, je ne sais pas si elle existe ici, qui dit « ne faut jamais blâmer une contrariété ». Donc, à partir de là, on peut aussi, à partir de quelque chose qu'on avait prévu de faire, qui n'est pas arrivé ou qui n'est pas possible d'avoir, de changer de direction et d'avoir quelque chose de mieux. Eh bien, la scénographie d'une exposition, c'est une chose très précise. On ne peut pas, quand on change un seul élément, tout change. Par exemple, je sais que la pièce où il y a les nus, je l'avais dans la tête. Même si je n'avais pas les œuvres physiquement, je savais que ça se passerait comme ça dans cette salle. C'est pour les œuvres graphiques, je dis que c'était plus compliqué, mais bon, j'ai eu de la chance par rapport aux dimensions. Ben oui. Mais voilà, moi je sais que il y a des choses que je visualise et que après tu anticipes déjà. Oui, puis que je vois la salle en fait, et ça bouge plus après en général. Une dernière question. En fait, ma question, elle est toute simple. Je vais la poser par rapport à celle de madame qui parlait d'un éventuel désir de plaire à un public ou regardeur. Par rapport également à votre réponse accordée à cette question, en fait, qu'est-ce qui participe à la réussite d'une exposition? Quand est-ce qu'on peut parler de la réussite d'une exposition? Et est-ce que ça vient des œuvres, ou du moins est-ce que c'est la scénographie, ou encore c'est les deux? Ce sont d'abord les œuvres, hein. C'est quand même les artistes hein, qui sont à l'œuvre, on va dire. Donc c'est déjà ça la première étape. Et ce qui est le plus important, je veux dire, sans les artistes, moi je n'existerais pas déjà.
la mise en valeur de Voilà. Et après, il y a toute une série de choses dont il faut tenir compte et qu'il ne faut pas minimiser, ne serait-ce même que les cartels. Parce que les cartels, c'est les petites étiquettes qui sont mises pour indiquer qui fait quoi et tout ça. Quand ils ne sont pas faits correctement, ça se voit, alors qu'autrement, on ne les voit pas. Donc c'est toute une série, l'éclairage, définir la hauteur des tableaux, à partir de quelle hauteur. On met tous les tableaux à la même hauteur à partir du sol. Enfin, c'est toutes des petites choses très techniques, mais qui font un tout et qui, si elles ne sont pas rigoureuses, peuvent dénaturer une exposition et de fait le travail des artistes. Est-ce qu'une critique participe à l'appréciation de l'exposition, une critique d'art, une revue dans un journal, comment le public accueille, est-ce que c'est important aussi l'appréciation du public? Oui, c'est important, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un livre d'or, je fais d'ailleurs un remerciement à Myriam qui est en résidence ici au Centre d'Art, qui a fabriqué le livre d'or. Donc voilà, pour que les gens mettent leurs annotations. Je sais que, par exemple, sur les expositions Latitude, j'avais mis un livre d'or dans chaque exposition, à Paris, puis dans les itinérances. Et j'avais le projet à une époque de collationner tous ces écrits des visiteurs pour en faire quelque chose avec un sociologue, là pour le coup, une sociologue, quelqu'un qui réfléchisse sur un autre territoire que l'art contemporain, parce que bien souvent, ce sont des réactions plus sur la sociologie et le contexte du pays. Un peu l'interdisciplinarité. Pour moi, le succès d'une exposition, c'est dans la réaction du public. C'est dans l'effet de l'exposition. On ne fait pas une exposition, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Hein? C'est ce qui se passe à cause de l'exposition qui fait le succès ou pas. Et ça peut aussi, les réactions négatives sont aussi des réactions. Hein, et dont il faut tenir compte. Dont il faut tenir compte. Les controverses, comme j'ai dit avant, peuvent être très très utiles de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment l'exposition vraiment c'est pour le public, c'est toujours pour le public. Donc, voilà. En fait, par rapport à la question du déficit de critique d'art en Haïti, je voudrais savoir pourquoi le Centre d'art n'avait pas lancé un appel aux différentes critiques d'art du pays pour compléter ce fameux catalogue. Merci. Bon, ça c'est une bonne idée. De toute façon, l'exposition dure un mois, donc on aura le temps peut-être d'organiser une visite. Et après, ils sont libres aussi de le faire, parce que nous, on ne peut pas commanditer des critiques comme ça non plus. C'est-à-dire, c'est aux critiques maintenant, ici, de venir, de visiter l'exposition, après de produire leur texte, positif ou négatif, je ne sais pas, ça est libre à eux. Hein, c'est le boulot d'un critique d'art, de visiter les expositions, d'écrire ou pas, mais moi je sais qu'à Paris, je vais voir toutes les expositions que je veux ou que je peux, même si ça ne m'intéresse pas, mais c'est juste pour nourrir une critique, justement, un esprit critique. Donc il faut qu'ils viennent, s'il y a des critiques d'art ici, il faut qu'ils viennent, et puis c'est tout. Oui, mais ça doit, et puis qu'ils se fassent connaître. Voilà, qu'ils se fassent connaître par leur appréciation, leur écrit, leur critique. Comme ça, voilà, de toute manière, on parlait de l'accueil pour cette exposition. Avec lui, on a eu plus de 500 personnes vendredi. Ouais. Donc, c'est une jauge importante qui veut dire que, voilà, nos deux commissaires ont bien travaillé. Et je crois qu'on a beaucoup de chance d'avoir Régine et Verly en même temps au Centre d'Art et qui ont largement contribué à la réussite de cette exposition. Merci. Et moi, je suis très contente d'être venue maintenant et vraiment, je suis honorée et très triste de partir demain. Merci beaucoup. Et merci encore. Hein.